On nous parle sans arrêt de mondialisation, de village global, de cette idée que tout circule librement. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Quand on y regarde de plus près, on voit que les frontières, elles, sont partout. Elles n'ont jamais été aussi présentes, aussi brûlantes. C'est ça, le grand paradoxe qu'on va explorer ensemble. Imaginez la scène. D'un côté, voilà, on a des aéroports super modernes, on scanne son passeport et hop, c'est réglé en une poignée de secondes. Tout est fluide, high-tech. Et puis, de l'autre côté de l'image, on a ça. Des murs, des fils de fer barbelés, des gens qui attendent bloqués. C'est vraiment ça le paradoxe de notre monde aujourd'hui. Un monde de flux et de murs. Instinctivement, on se dit qu'un monde sans frontières, ce serait l'idéal, non? Et pourtant, écoutez bien cette phrase du géographe Michel Fouché. C'est un grand spécialiste du sujet et il dit « Un monde sans frontières est un monde barbare ». Ça fait réfléchir, hein. Ça nous oblige à nous poser la question « Et si les frontières n'étaient pas le problème, mais peut-être une partie de la solution ?» Alors, regardons les faits, juste pour voir. Cette carte, elle est incroyable. Elle nous montre une chose complètement contre-intuitive. Au lieu de disparaître, les frontières se sont en fait multipliées. Toutes ces zones que l'on voit en orange, eh bien, ce sont de nouveaux pays qui sont apparus après 1990. On pense à l'éclatement de l'URSS, de la Yougoslavie. Donc, contrairement à tout ce qu'on entend, le monde ne s'est pas défrontiérisé, il s'est refrontiérisé. Alors, la grande question, c'est ça. Comment est-ce possible? Comment expliquer qu'on trace toujours plus de lignes sur la carte alors qu'on est en pleine mondialisation? Pour y voir plus clair, il faut revenir à la base, vraiment à l'essentiel. Une frontière, au fond, à quoi ça sert? Ok, donc pour comprendre tout ça, on va commencer par le début. D'où elles sortent, ces lignes sur nos cartes, et surtout quelle est leur véritable fonction? Bon, une frontière, sur le papier, c'est d'abord une ligne juridique. C'est là que s'arrête l'autorité d'un pays et que commence celle du voisin. Mais attention, ce n'est jamais juste un trait anodin sur une carte, c'est toujours le produit de l'histoire, le résultat de guerres, d'accords, de rapports de force complexes. Et cette histoire, elle ne date pas d'hier. Loin de là. Pensez à la Grande Muraille de Chine, aux limes de l'Empire romain. Marquer son territoire, c'est une vieille histoire. Mais ce qui est fou, c'est l'accélération. Au XIXe siècle, la conférence de Berlin qui découpe l'Afrique à la règle. Et plus près de nous, en 1991, la chute de l'URSS qui, à elle seule, a créé des milliers et des milliers de kilomètres de nouvelles frontières. D'un coup. En fait, si on veut simplifier un peu les choses, on peut dire qu'une frontière remplit 3 grandes missions. D'abord, la plus évidente, c'est de protéger. Protéger contre une menace qui viendrait de l'extérieur. Ensuite, deuxième mission, diviser. Diviser un territoire et surtout les richesses qui s'y trouvent. Et enfin, troisième point, séparer. Séparer des systèmes politiques, des idéologies, des manières de voir le monde. Regardons de plus près cette deuxième fonction, diviser pour mieux contrôler les ressources. Cette carte de l'Afrique de 1914, c'est l'exemple parfait, presque caricatural. On voit bien comment les puissances européennes ont sorti leurs règles et leurs crayons pour tracer des lignes droites, sans se soucier des peuples, des cultures qui vivaient là. L'unique objectif, c'était de se partager le gâteau, les terres et les richesses. Et là, pour illustrer la troisième fonction, séparer des idéologies, on a l'exemple le plus extrême qui soit. La DMZ, la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce n'est pas juste une ligne. C'est l'une des frontières les plus fortifiées, les plus tendues de la planète. Elle sépare 2 pays, bien sûr, mais elle sépare surtout 2 mondes, 2 systèmes politiques qui se font face depuis plus de 70 ans. Ok, revenons maintenant à notre époque. Comment ces fonctions se manifestent concrètement aujourd'hui? Parce que, et c'est ça qui est intéressant, toutes les frontières sont loin, très loin de se ressembler. On observe un phénomène que les spécialistes appellent la refrontiérisation. Ça a l'air un peu technique, mais regardez la carte, c'est très clair. Tous ces traits, ce sont des murs, des barrières, des clôtures qui ont poussé un peu partout ces dernières années. Entre les États-Unis et le Mexique, entre Israël et la Palestine, entre l'Inde et le Bangladesh, c'est un peu comme si le monde était en train de se barricader. Mais voilà le paradoxe. Au même moment, il se passe exactement l'inverse à d'autres endroits. L'exemple le plus connu, c'est l'espace Schengen, ici en Europe. C'est une zone de libre circulation absolument unique au monde. Les vieilles frontières entre la France et l'Allemagne, par exemple, on les passe sans même s'en rendre compte. C'est un peu le laboratoire de la défrontiérisation. Et c'est là qu'on touche à un point vraiment essentiel. Aujourd'hui, une frontière, ce n'est plus juste un mur ouvert ou fermé. C'est beaucoup plus subtil. C'est devenu un filtre intelligent. Il est pensé pour laisser passer un touriste avec son sac à dos ou un cargo de marchandises sans problème, mais pour bloquer une personne en situation irrégulière ou des produits de contrefaçon. Le mot-clé, ce n'est plus bloquer, c'est trier.
Parce qu'il ne faut pas l'oublier, derrière les grandes cartes de géopolitique, une frontière, ça a un impact très concret sur la vie quotidienne des gens. Prenons un cas très parlant, celui du peuple Sami, tout au nord de l'Europe, en Laponie. Leur territoire traditionnel, celui de leurs ancêtres où ils élèvent leurs reines depuis des générations, eh bien aujourd'hui ce territoire est coupé en 4 par des frontières nationales. Norvège, Suède, Finlande et Russie. On parle d'à peu près 100 000 personnes dont le mode de vie est basé sur l'élevage de rennes. Et les rennes, eux, ils ne connaissent pas les frontières. Leur migration est vitale et elle se fait à travers ces 4 pays. Les Samis se sont organisés, ils ont leur propre parlement, une coopération qui dépasse les frontières, mais ce mode de vie ancestral est de plus en plus menacé justement parce que ces frontières se durcissent. Et puis, à l'extrême opposé, on a ça, le mur des sables au Sahara occidental. C'est un mur de 2700 km de long, fait de sable, de barbelés et de mines, construit par le Maroc. Là, on n'est plus dans la ligne administrative. La frontière devient un outil de division d'une brutalité inouïe, qui coupe en deux un territoire et un peuple depuis des dizaines d'années. Alors, revenons à notre question de départ, à notre paradoxe. Comment on fait cohabiter cette folie des murs avec cette idée d'un monde toujours plus ouvert ? Eh bien, la clé de l'énigme, la voici. C'est que la mondialisation, en fait, elle n'efface pas les frontières. C'est même tout le contraire. Plus il y a de flux, de gens, de marchandises, de données, plus les États ont besoin de frontières pour gérer tout ça, pour contrôler, pour filtrer. La frontière, c'est en quelque sorte devenu le système d'exploitation de la mondialisation. Et pour bien se rendre compte de l'ampleur, il faut un chiffre. Aujourd'hui, il y a plus de 250 000 kilomètres de frontières terrestres sur la planète. 250 000 ! C'est plus de 6 fois le tour de la Terre. Elles sont donc loin d'être virtuelles, elles sont bien là. Du coup, l'avenir de la frontière, ça ressemble sans doute moins à un grand mur de béton qu'à ça. Ce qu'on appelle les frontières intelligentes, les smart borders. Ce sont des systèmes qui utilisent la reconnaissance faciale, les bases de données, l'intelligence artificielle, tout ça pour gérer les flux de façon presque invisible, mais en réalité absolument omniprésente. Finalement, la vraie question, ce n'est peut-être plus de savoir s'il y aura plus ou moins de frontières. La vraie question, c'est quel genre de frontières est-on en train de construire ? Est-ce que ce sont des murs qui séparent et qui excluent ? Ou est-ce que ce sont des filtres intelligents qui, peut-être, permettent de mieux gérer notre monde connecté ? C'est la réponse à cette question qui dessinera le monde de demain.